13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Les producteurs de maïs ont été reçus hier jeudi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, une délégation conduite par leur vice-président, une rencontre qui a permis d'évoquer les difficultés de la chaîne de valeur. La fédération a exprimé sa satisfaction quant au soutien des autorités pour adresser cette problématique. Le top départ de la première édition de la Semaine nationale de la promotion de la santé vient d'être donné. L'objectif de cette semaine, renforcer l'éducation des populations sur les modes de vie sains, la pratique d'activités physiques régulières et vaccins. Plusieurs activités meubleront cette semaine. Initiative portée par le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, conflit Israël-Hezbollah, 3 journalistes engagés dans la couverture de la crise au Moyen-Orient. La guerre entre Israël et le Hezbollah ont été tués lors d'une frappe attribuée à Israël dans la région de Hasbaya, dans le sud du Liban. La frappe israélienne aurait touché leur logement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Hier, jeudi 24 octobre 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a accordé une audience à la Fédération des producteurs de maïs, conduite par leur vice-président Bamba Mamadou. La disponibilité de cette denrée alimentaire sur toute la période de l'année figurait au cœur de cette rencontre. Selon le Premier ministre, l'Intermaïs bénéficiera de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. On écoute le vice-président de la Fédération des producteurs de maïs, Bamba Mamadou, à sa sortie d'audience avec le Premier ministre. La rencontre avec M. le Premier ministre a tourné autour du stockage du maïs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le maïs est produit en grande partie au nord. Donc on n'a qu'une seule campagne, c'est-à-dire que pour le maïs, et on ne récolte qu'à la même période. De sorte que cette récolte doit servir sur toute l'année en Côte d'Ivoire. Et n'ayant pas les moyens de pouvoir stocker, évidemment, aujourd'hui, on constate à un moment donné de l'année que nous n'avons pas de maïs en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de stocker. Si on a la capacité de stocker, on va stocker sur la production pour toute l'année. Donc aujourd'hui, M. le Premier ministre nous a rassuré avec nos partenaires chinois que les moyens seront dégagés pour que justement nous puissions nous doter de silos qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, de stocker dans les meilleures conditions le maïs. Et pourquoi pas, après, transformer ce maïs-là. Et donc, nos partenaires qui sont Angdefa ici sont bien outillés pour donc, investir dans le domaine des silos, mais aussi pour investir dans tout ce qui est transformation du maïs. À l'instant, Bamba Mamadou, vice-président de la Fédération des producteurs de maïs. Madame, monsieur, si vous avez déjà goûté une barre de chocolat ou même pris un verre de chocolat chaud, vous vous êtes peut-être déjà posé la question suivante. Quel est le processus de transformation que subit la fève de cacao pour achever sa course dans nos supermarchés et boutiques de quartier? Des entreprises du secteur du cacao et des chocolatiers ont pu se faire leur première expérience des différentes étapes de ce parcours en prenant part à une séance d'écapossage du cacao dans le village d'Afalikro, situé à 10 km d'Abango. Une expérience qui leur a permis de s'imprégner des difficultés rencontrées par les planteurs dans leur plantation de cacao. Herman Yamia. Dans cette plantation de cacao, des personnes en pleine séance d'écabossage du cacao. L'événement a lieu à la bergerie Notre-Dame-des-Camps, une plantation située dans le village d'Afalikro, à 10 km d'Abengourou. Organisée annuellement par le chef du village, Nana Kwadjo Morokro, la séance d'écabossage d'Afalikro vise à valoriser la culture du cacao et le savoir-faire des planteurs locaux. Le cacao représente pour moi toute une vie. Comme nous avons été élevés dedans depuis petit, c'est devenu notre vie en fait. Et c'est notre passion aujourd'hui. Bien que nous travaillons à Abidjan, nous sommes des fonctionnaires, lui il a été un fonctionnaire, mais on n'oublie pas que nous sommes nés ici. Cette année, l'événement a enregistré la visite des chocolatiers et des entreprises travaillant dans le secteur du cacao. Ils ont découvert les pratiques traditionnelles d'extraction de la fève de cacao. Accueillis par des producteurs dans une ambiance champêtre, l'immersion au cœur de la bergerie Notre-Dame-des-Champs de Nana Kwadjo Morokro a offert aux invités l'occasion d'expérimenter directement le processus de récolte du cacao. Ils ont pu apprécier la qualité des fèves fraîches, observer la séparation des fèves et des fibres, ainsi que les étapes de fermentation et de séchage.
Les échanges avec les planteurs de cacao sur les pratiques agricoles durables ont permis aux invités de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les producteurs qui jouent un rôle important dans la qualité du chocolat. C'est agréable, hein. Déjà on vient dans la nature, je dirais on se rapproche du monde rural. Nous on est des citadins, on est pris par le travail au quotidien en ville. Donc je dirais c'est un événement qui permet aussi de nous rapprocher des populations rurales, de voir les difficultés, de voir ce que la nature est capable de produire. La séance des cabossages a rassemblé cette année, en plus des chocolatiers, des fonctionnaires urbains, les travailleurs administratifs, des citadins et des groupes d'enfants de la ville, tous venus découvrir le cacao en pleine forêt. C'est amusant, en plus c'est le monde. En tout cas, c'est joli à voir et c'est ma première fois. La séance d'extraction des fèves de cacao a été suivie par l'instant chocolat durant lequel un chocolatier ivoirien a présenté la transformation du cacao. La démonstration a débuté par la torréfaction des fèves séchées au four, la décortication manuelle des fèves chauffées, le broyage et l'ajout de sucre pour obtenir le chocolat liquide qui a ensuite été versé dans un moule pour lui donner la forme désirée. Et loin des plantations de cacao, dans un cadre plus formel, les conseillers commerciaux ont tenu leur réunion annuelle. Ils ont eu une rencontre avec les autres acteurs du commerce extérieur à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Une rencontre pour travailler au renforcement de la relation commerciale bilatérale. Enjeu de cette rencontre, le développement des exportations et la compétitivité des produits ivoiriens à l'extérieur. Reportage signé Jean-Louis Gongbo. Responsables de la promotion des exportations, les conseillers commerciaux fournissent des informations sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire aux entreprises et investisseurs étrangers. Cette rencontre est pour eux une occasion de développer leurs compétences, améliorer leur efficacité et leur performance. Le commerce extérieur est en pleine évolution et en plein développement. Et les politiques au niveau, que ce soit international ou national, ont changé. Ce changement de paradigme n'est pas sans appeler à des réflexions nouvelles. Pour les entreprises à qui ces conseillers commerciaux apportent assistance en jouant parfois le rôle de facilitateur, la tenue de cette rencontre augure de meilleures perspectives sur les marchés extérieurs. Il est important que nous puissions conserver notre place au niveau international, mais également de conquérir de nouveaux marchés. Les conseillers commerciaux représentent un appui inestimable à nos entreprises à l'extérieur, en termes de conseils, d'accès au marché, de facilité d'investissement et de partenariat à tisser. Des conseillers commerciaux plus que jamais incontournables pour permettre à l'économie ivoirienne d'accroître son dynamisme. Les conseillers commerciaux mettent leur savoir-faire et expérience au service de la présence ivoirienne dans le monde à travers des missions de services publics, notamment dans la mise en œuvre de la politique commerciale, de renseignement économique et d'études de marché et la promotion commerciale, l'appui aux PME ivoiriennes et le conseil au pouvoir public. Leurs actions permettent d'encourager et d'accroître les flux d'investissement en direction de notre pays. La réunion annuelle des conseillers commerciaux, qui se tient jusqu'au 25 octobre prochain, sera l'occasion d'échanges interactifs, de panels et de visites auprès de leurs homologues des pays hôtes. Et pour faire des affaires, il faut parfois se déplacer. L'idéal serait de le faire dans des conditions optimum. 10 mini-cars climatisés composés de 11 places chacun viennent renforcer le parc automobile de la commune de Koumassi. La gare Yahya Fofana de Koumassi renforce son parc automobile, un don du ministre-gouverneur du district d'Abidjan à Cissé Bakongo. En plus des 150 véhicules déjà en circulation, ces mini-cars devront desservir les différentes communes du district autonome d'Abidjan à partir de Koumassi. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Transport urbain d'Abidjan. Jean-Michel Quadio, Léon Brou. Par cette action, le maire de Koumassi met en circulation ces nouveaux véhicules, 10 mini-cars climatisés de 11 places chacun, qui vont contribuer à desservir toutes les communes du district d'Abidjan. Ce dont la concrétisation d'une promesse du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bakongo, pour moderniser le transport abidjanais. Aujourd'hui, nous sommes à la première phase de livraison de ces véhicules-là. Nous avons là 10 véhicules de 11 places et c'est sur un total de 50 véhicules. Nous avons 150 véhicules
en circulation. Et nous voulons compléter avec 50 autres, voilà, pour que ça fasse 200, pour pouvoir couvrir les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Les chauffeurs qui bénéficient de ces nouveaux véhicules deviendront à terme des propriétaires. Donc ils deviennent eux-mêmes opérateurs économiques. Ils vont donc payer des taxes, ils vont s'occuper d'une famille, ils vont employer du personnel. Donc déjà, c'est un élément important. Ces nouveaux véhicules embellissent le trafic. Vous connaissez l'importance du transport dans l'économie. Le transport, c'est une activité transversale. Tout le monde a besoin du transport. Et lorsque vous facilitez le transport, vous aidez les populations à mieux se développer, c'est le PIB, le produit intérieur brut, que vous augmentez à travers les différentes activités économiques. À terme, 50 véhicules, dont 20 de 14 places, vont renforcer le parc automobile de la commune de Koumassi. L'acquisition de ces nouveaux engins s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Transport urbain d'Abidjan. À deuxième titre de ce journal, c'est parti pour la première édition de la Semaine nationale de la promotion de la santé. L'objectif de cette semaine, renforcer l'éducation des populations sur les modes de vie sains, la pratique d'activités physiques régulières, encourager les vaccins. Plusieurs activités vont meubler cette semaine, sensibilisation de proximité et vaccins contre le paludisme. L'initiative est portée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle à travers la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé. Khalil Diomandé. Il faudra désormais compter la Semaine nationale de la promotion de la santé parmi les événements annuels en Côte d'Ivoire. Pour la première édition, les activités et réflexions sont axées sur le thème « Ma santé, mon droit », conformément aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Nous avons l'occasion de nous réunir autour de thématiques essentielles telles que la nutrition, la santé mentale, la prévention des maladies et bien plus encore. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre communauté et d'assurer un avenir où la santé et le bien-être sont au cœur de nos préoccupations. L'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, sont engagés aux côtés du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour promouvoir la santé des enfants et des femmes. Nous savons que les enfants en bonne santé sont la clé d'un avenir meilleur. En initiant la Semaine nationale de la promotion de la santé, le ministère de tutelle veut également emmener les populations à adopter des modes de vie sains. Nous voulons voir, par exemple, les gens régulièrement faire la pratique du sport, faire le propre autour d'eux, enlever tout ce qui est ordure susceptible d'attirer les moustiques, vecteurs de toutes les maladies que vous connaissez, le paludisme, la dengue et autres. Nous voulons sentir dans les nouvelles habitudes des populations ces soucis-là de conserver un environnement propre, propice à la santé. Plusieurs activités meubleront cette semaine de promotion de la santé, notamment des panels, des campagnes de vaccination et une opération de don de sang. Et dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, du col de l'utérus, Abidjan accueille la 9e édition du Pink Party, un événement organisé par l'ONG Vie et Santé, le club dance d'Abidjan, sur le thème suivant, Célébrons la vie. Cet événement a pour objectif de sensibiliser et soutenir les malades du cancer. Généreuse Aquadio, Sephora Zegui. Célébrer la vie tout en luttant contre le cancer, c'est le message lancé à la 9e édition du Pink Party, organisé par l'ONG Vie et Santé en collaboration avec le club dance d'Abidjan. Cet événement axé sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus est l'occasion pour les participants de se faire dépister gratuitement. Quand tu sais que tu as le cancer, on sait dès le départ que tu as le cancer, tout de suite, on te prend en charge, on te soigne. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Aujourd'hui, je suis venue, je n'ai même pas donné 5 francs. Et je vais avec le cœur net à la maison. Cette activité servait aussi de levée de fonds pour financer les actions de sensibilisation. La Pink Party, c'est une activité caritative. Donc, j'entends par là que c'est une levée de fonds organisée dans le cadre du mois Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Faire comprendre aux gens qu'il était important d'aller se faire dépister. C'est la seule manière de pouvoir lutter et c'est espérer guérir. Cette édition s'est soldée par une mobilisation montrant ainsi l'importance de la solidarité. Cette maladie, elle peut être vaincue si nous acceptons de nous faire dépister sans soupçon de maladie.
On ne se dit pas on est malade, on n'a pas de signes, mais on va au dépistage pour connaître notre statut. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut venir. Une journée qui a permis de rappeler que chaque action compte dans la lutte contre le cancer. Voilà, et le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Madame, Monsieur, bientôt une énième bougie pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF, le 20 novembre prochain, va commémorer ces 35 années de son engagement au service des enfants. À quelques semaines de ce rendez-vous mondial, l'organisation a initié une conférence de presse en vue de lancer officiellement les activités de cette journée mondiale. Olivier Kra, Alexis Ouedraogo. Une conférence de presse en prélude à la journée mondiale de l'enfant. Objectif, accentuer la sensibilisation relative à la préservation de leurs droits. L'initiative est de l'UNICEF. Pour nous, c'est l'occasion, ensemble avec NASH, de dire que la voix des enfants compte. Les droits de l'enfant sont importants et tous ensemble, nous devons nous mobiliser pour promouvoir les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Nous aurons des jeunes enfants qui vont s'asseoir dans les bureaux de certains ministres, de certains maires, de certains députés qui ont accepté de leur céder leur fauteuil l'espace de cette journée-là. L'action de l'UNICEF bénéficie du soutien du commissaire général du festival Hip Hop Enjaillement qui ambitionne d'accompagner la structure pour lutter pour les droits des enfants. On est artiste et donc on a une image, on a aussi notre voix à porter pour la cause des enfants. Donc en tant qu'artiste qui est du hip-hop, le hip-hop qui est une musique engagée, qui est une musique qui dénonce, une musique qui aide à sensibiliser, on s'est dit voilà, on a aussi notre part à jouer dans ce processus, dans la défense des droits des enfants, dans la protection des enfants. Et moi ayant grandi aussi, comme j'ai dit, dans un environnement pas facile, en tant qu'enfant, en tant que jeune, je me devais quand même de m'élever et puis d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Pour le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, le traité international consacré à l'enfance a permis de transformer positivement la vie de millions d'enfants. Cette année, la célébration de l'enfant se tiendra le 20 novembre avec une caravane de sensibilisation. Ce 13h, notre reporter Ami Dirasouba nous apprend que la tradition a été une fois encore respectée dans la mine d'or de Tongon, dans le département de Mbengue. Les meilleurs élèves des villages environnants et le personnel enseignant ont reçu du matériel scolaire et didactique. C'est la grande salle de conférence de l'entreprise minière qui a servi de cadre à cette remise de dons. Ce geste pour les villageois impactés, c'est pour les soutenir par les activités d'exploitation minière. Reportage. Les 144 meilleurs élèves du village de la mine d'or de Tongon et le personnel enseignant récompensés. Ils reçoivent des kits scolaires, des matériels didactiques et informatiques. Une initiative de la société Tongon. Je tiens à remercier sincèrement la direction de la mine pour les cadeaux qu'on vient de recevoir. Cela constitue un grand soulagement pour nos parents. Le sous-préfet de Mbengue a félicité les donateurs qui mettent un point d'honneur au développement économique et social de toute la population impactée par l'exploitation minière. Merci à tous. Malgré les petites difficultés, la mine a fait encore plus que ce et nous apprenons davantage. Mais la seule chose que la mine attend de nous, c'est l'ardeur au travail. Outre ces dons de matériel scolaire, un autre village, celui de Katienron, a aussi reçu un tracteur et un logement au chef de la communauté de Nafoun. On a demandé tracteur. Aujourd'hui, ils ont remis les clés. On est très contents. Selon la société donatrice, ce geste s'inscrit dans le cadre des projets communautaires au titre de l'année 2024. Depuis une décennie, cette structure a investi plus de 10 milliards de francs CFA au bénéfice de ces populations. Les villageois heureux donc de recevoir ces dons. La deuxième édition des rencontres annuelles des critiques d'art s'est tenue à l'Institut Goethe d'Abidjan-Cocody autour du thème suivant, critiques en art et journalisme culturel face au développement de la danse en Côte d'Ivoire, enjeux, réalités et perspectives. Objectif de ces rencontres annuelles, renforcer la contribution des médias à la valorisation des industries créatives. Serge Pakomdidi, Souleymane Donisongo. Le positionnement actuel des compagnies de danse et ensembles artistiques en Côte d'Ivoire au centre des réflexions à l'occasion de cette rencontre annuelle des critiques d'art. C'est là autour du thème critique en art et journalisme culturel face au développement de la danse en Côte d'Ivoire, enjeux, réalité, perspective. Nous décidons de travailler sur la danse parce que au niveau de la danse, nous savons tous que le ballet national et les compagnies de
de danse dans les années 60, 70 et 80 ont été super très influencés par des tournées. Et le constat, c'est que beaucoup de compagnies de danse ont disparu. La danse n'a pas décliné. Le village qui n'a pas cessé de produire des créateurs. Mais si le choix du moment décide de ne pas privilégier l'excellence, on suit comme ça, mais chaque chose a son temps. C'est pour ça que des initiatives comme celle-ci sont à encourager. Cette activité vise à mettre en lumière les questions liées à la formation journaliste culturelle, à l'éducation artistique du public et à l'accès à l'information culturelle sur la danse et ses activités en Côte d'Ivoire. Cette initiative bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la francophonie et du Conseil économique, environnemental et culturel. Il s'agit pour nous d'encourager un espace qui donne des outils aux journalistes afin que ces journalistes eux-mêmes sachent décoder un spectacle afin d'amener le public à mieux lire ces spectacles. Des tables rondes sur le rôle des médias entre les créateurs et le public, des formations sur la critique de danse et des sciences de danse, thérapie ont meublé cette activité. Dans l'actualité internationale, conflit entre Israël et le Hezbollah. 3 journalistes engagés dans la couverture de la crise au Moyen-Orient. La guerre entre Israël et le Hezbollah ont été tués lors d'une frappe attribuée à Israël dans la région de Hasbaya, dans le sud du Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati dénonce un crime de guerre et une attaque délibérée visant à terroriser les médias pour dissimuler les crimes et les destructions. La frappe de l'armée israélienne aurait touché leur logement. Israël poursuit ses offensives militaires au Liban, mais aussi à Gaza, où la situation humanitaire reste très compliquée dans la région nord. Sachez également qu'au Sénégal, une discipline sportive attire de plus en plus d'adeptes ces dernières semaines. Il s'agit du kickboxing, un sport de combat moderne inventé en début des années 1960 aux États-Unis, un mix de la boxe anglaise ainsi que de la boxe française. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Tafsirba, champion du monde de kickboxing dans la catégorie lourd, fait des émules à Dakar sur le tatami d'une caserne militaire et malgré le manque de moyens, celui qui se rêve champion du monde de MMA continue de s'entraîner durement. Un sujet d'Alexis Ouedraogo. Mohamed Tafsirba est le nouveau champion du monde de kickboxing dans la catégorie lourd, moins 90 kg. Fin septembre, il apporte au Sénégal le premier titre mondial de son histoire dans ce sport de combat qui compte de plus en plus d'adeptes dans ce pays. Je veux juste leur montrer qu'en étant sénégalais, en s'entraînant ici, on peut devenir une légende. Chez les femmes, sa compatriote Ndiaye Kadi Diallo a obtenu l'argent pour la 2e fois consécutive en poids léger. Ces résultats mettent un coup de projecteur sur ces disciplines apparues au Sénégal il y a une trentaine d'années et tirées par une poignée de passionnés malgré le manque de moyens. Les jeunes, même avec les filles aussi, commencent à intégrer les salles de kickboxing. Parce que simplement, je pense que comme c'est un sport de contact, il y a beaucoup d'aspects comme physique, mental. On a mis un plan stratégique sur 5 ans en nous disant, depuis 2021, on va réussir en 5 ans à être champion du monde. Donc le plan était sur 5 ans, en 3 ans, on l'a réussi. Parce qu'on s'est aussi donné les moyens. On a beaucoup de cotisations en interne, on a aussi nos propres moyens qu'on utilise. Les Sénégalais ont une longue tradition des sports de combat. La lutte reste l'un des sports les plus populaires dans ce pays. Et belle transition pour aborder la page sport de ce journal. Vous le savez, tous les vendredis à 13h, le sport prend toute sa place dans cette édition et ça maintenant. Et ce 13h, nous sommes avec Samuel Metch. Samuel, bonsoir. Bonjour. Alors dites-nous, est-ce que cela vous dira un jour de pratiquer du kickboxing ? Peut-être, mais bon, je ne suis pas très sport de combat. Je suis plutôt football, basket, ce genre de choses. Et la marche surtout, j'adore. Et ça tombe bien, on parle de football. À l'instant, avec la FIF, l'atelier sur les textes des statuts et transferts de joueurs, Samuel. Et oui, la Fédération ivoirienne de football, FIF, a lancé hier, jeudi 24 octobre, un atelier de réflexion autour des projets de textes relatifs au statut et au transfert des joueurs, ainsi qu'au tribunal de football. Ce séminaire s'étend sur 4 jours et s'achèvera le 27 octobre prochain. Arsène Kouassi pour le point. Les questions de statut et des transferts de joueurs et le règlement de procédure devant le tribunal du football au centre d'un atelier de réflexion initié par la Fédération ivoirienne de football. Ce séminaire vise à réviser et valider ces textes conformes aux normes
de la Fédération internationale de football association FIFA. L'objectif de ce séminaire, c'est d'avoir un texte qui soit connu de tous, que les différents participants puissent poser leurs questions et qu'au sortir de là, on ait une mouture que l'on puisse proposer à l'Assemblée générale. Ce toilettage des textes pour aligner le droit du football ivoirien à celui de la FIFA est bien accueilli par les dirigeants des clubs. On a connu assez de situations assez difficiles ces dernières années, justement dû à des textes qui n'étaient pas clairs. Donc c'est assez important aujourd'hui de venir essayer d'éclaircir des textes afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il faut bien que les mécanismes de transfert soient clairement établis, élaborés, soient bien compris de tous et soient appliqués aussi tout aussi clairement. Un tribunal du football va nous permettre de mieux saisir les problèmes entre les acteurs du football et de régler ces problèmes en interne. Ça n'empêche pas le TAS d'exister, mais au moins ça va diminuer les flux souvent inutiles vers le taxe. Cet atelier qui s'achève le dimanche 27 octobre 2024 représente une étape importante dans la réforme du football ivoirien visant à doter la FIF de cadres juridiques adaptés aux réalités du sport. Alors Samuel Metch, toilettage des textes en atelier, règlement de problèmes en interne, quel est l'enseignement principal que l'on doit retenir justement de cet atelier? L'enseignement, c'est que la Fédération ivoirienne de football et l'ensemble des acteurs du football ivoirien veulent prendre leurs responsabilités parce que plusieurs dossiers devant le TAS n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Il faut justement se donner les moyens donc de mieux comprendre les textes, les aligner aux textes de la CAF et de la FIFA afin donc de mieux donner des solutions et trouver des solutions aux différentes crises. On sait que la Côte d'Ivoire a eu différentes crises avec justement le cas de l'Africa, le cas de l'ISCA et plusieurs autres sujets qui ont fait mouche donc au sein de la famille football ici en Côte d'Ivoire et faire en sorte de régler cela, c'est très très important. Apporter aussi un peu plus d'éclaircie dans le sujet du transfert des joueurs donc au sein des différents clubs et aussi à l'extérieur pour permettre de mieux, on dira, gérer donc les différents clubs sur notre pays. Alors du football toujours à l'affiche avec la Ligue 1, le point de la 6e journée, rapidement avec vous. Et oui, la FAD fait toujours plaisir à ses supporters et la FAD est en train donc de montrer une autre puissance pour cette saison au niveau du championnat. L'équipe du président Laurent Boli balaie tout sur son passage et Osa, donc son adversaire de la 6e journée, ce vendredi aura fort à faire. Il faut le noter, d'autres chaudes empoignades sont prévues donc pour cette 6e journée. On aura Iska face à Lys de Sassandra, Denguele face au RCA, Soa face à Zoma FC et puis surtout la SEC qui sera face à Mouna FC à Ebimpe. Patrick Dadier pour le point. La FAD du plateau connaît un début de championnat fulgurant. Depuis l'entame, Firmin Kofi et ses hommes restent invaincus sur 5 journées. Aucun de leurs adversaires ne fait pour l'heure le poids, tous sont malmenés. Pour la 6e journée qui débute ce vendredi 25 octobre 2024 au stade Robert Champroux, les Lions du plateau, leaders incontestables, reçoivent le novice Osa, 13e, 3 points. Niawa Daniel Josué, meilleur artificier de la Ligue 1 avec 5 réalisations et buteur à chacune des journées, pourrait encore faire parler la poudre. Les défenseurs d'Osa sont donc avertis. Un match que vous pourrez suivre sur le groupe RTI, précisément la 3. Toujours ce vendredi au stade Robert Champroux à 15h30, l'autre promu, Iska, disputera son 3e match en Ligue 1. Et cela face au Lys de Sassandra qui totalise 10 points plus 4. À Yamoussoukro, la SOA 8e, 7 unités, s'expliquera devant Zoma FC, en proie des difficultés en ce moment. Autre rencontre à suivre à l'intérieur du pays, AS Denguele RCA et Club en Sport de Korogo Bouaké FC. Enfin dimanche, au stade Alassane Ouattara de BMP, la SEC après sa victoire 2-1 face au RCA et invaincu sur 3 journées régulières, tentera d'assurer un face-à-face à suivre également sur la 3. Alors Samuel, à l'affiche également le Ballon d'Or africain avec un Ivoirien qui est donc fraîchement dominé. Il s'agit de notre virevoltant attaquant Adingra. Quelques mots là-dessus. Et oui, Adingra donc qui fait partie de la liste des 10 nominés pour le Ballon d'Or africain 2024. Il faut le noter. On saura donc le 16 décembre prochain qui va succéder à Victor Osimhen. Et parmi les 10 nommés, il y a quand même, on dira 4 qui tirent leur épingle du jeu, dont le numéro 1 Ademola Lookman, le Nigérian qui
lui a été décisif face au Cameroun et à l'Angola, donc lors de cette CAN 2023 ici à Abidjan. Et puis là, pour lui, ce triplé en Ligue Europa, donc face à l'Atalanta Bergame, cela le positionne comme premier choix en ce moment, donc au niveau des tabloïds. Et puis comme deuxième choix, nous avons le Guinéen Serhou Guirassy, qui lui aussi, donc avec son nombre de buts et ses performances personnelles, se positionne comme sérieux prétendant donc au titre de Ballon d'Or. Nous avons Simon Adingra enfin, donc en troisième position dans cette liste. Il a marqué de son empreinte cette CAN. Lui, champion d'Afrique, il a été pour beaucoup donc dans le succès des éléphants et il fait partie de cette liste. Et puis on a Edmond Tapsoba, le Burkinabé, qui pourrait aussi donc pourquoi pas décrocher le Graal. Et puis il y a également cet intérêt particulier que les équipes africaines continuent de manifester au stade ivoirien, n'est-ce pas? Et oui, pour les 5e et 6e journées des éliminatoires CAN 2025, une mini-CAN va encore avoir lieu donc ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire attire par ses stades et l'ambiance de ses supporters. Il faut le noter, plusieurs pays ont décidé de jouer leur match dans le pays de l'éléphant. D'ailleurs, donc dans le groupe L du 13 au 16 novembre, on aura Burkina Faso, Sénégal. Le Burkina a décidé de recevoir le Sénégal donc en Côte d'Ivoire et a confirmé donc son choix. Le Burundi va recevoir également le Malawi pour un match. Dans le groupe H, on aura la Guinée qui reçoit la RD Congo. La Guinée qui accepte de recevoir ici donc la RD Congo pour son match. Et puis dans le groupe G, nous aurons le Tchad qui veut recevoir la Sierra Leone ici en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire elle-même jouera donc face au stade au stade Félix Houphouët-Boigny le 19 novembre. Avant cela, il y aura un Zambie-Côte d'Ivoire donc à l'extérieur. Et puis dans le groupe D, nous avons le Bénin qui a décidé de recevoir le Nigeria ici. Et puis des matchs comme Madagascar, Tunisie, Centrafrique, Gabon restent à confirmer parce que Madagascar et la Centrafrique attendent de confirmer leur présence ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une mini-CAN à laquelle on aura encore droit. Merci à vous Samuel Mèche pour toutes ces précisions. On espère vous retrouver incessamment vendredi pour un autre point de l'actualité sportive. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Merci encore d'ici là, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu regarde la Côte d'Ivoire.